Alors bonjour à toutes et à tous. Euh, Bienvenue à notre dernière séance du séminaire pratique pour cette année. Euh, Nous aurons le plaisir d'écouter aujourd'hui Thierry Nussberger pour la partie épistémologique et Barbara Oubre pour la partie clinique. On les a dans l'ordre inverse d'il y a deux séances en fait. Alors, ben, voilà. Ça m'avait marqué. Bon, alors, c'est ça. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Thierry Nussberger, qui va intervenir sur le thème de le narcissisme dans l'œuvre freudienne. Bonjour. Alors, je vais essayer de vous présenter le travail que Freud a fait autour du narcissisme. Je vais d'abord vous proposer un tour d'horizon des textes dans lequel Freud fait référence au narcissisme, pour ensuite vous présenter le texte majeur de Freud à ce sujet qui s'intitule « Pour introduire le narcissisme ». Et je vais essayer de le déplier devant vous. D'abord, le tour d'horizon. C'est aux alentours de 1909 que Freud commence à introduire ce concept. Dans L'homme au rat, en 1909, Freud perçoit dans la névrose obsessionnelle de son patient, Ernst Lanzer, qui est un jeune juriste qui veut entreprendre une analyse durant son service militaire, l'action du narcissisme de son patient en rapport avec la figure du père. Lors d'une discussion à la Société de Vienne, alors la Société de Vienne, c'est une société qui a été créée déjà à partir de 1902. Les membres de la Société psychologique du mercredi, qu'avait fondé Freud, se réunissent dans le cabinet de consultation de Freud au 19 rue Bergasse. En 1908, Freud dissout cette société et fonde la Société psychanalytique de Vienne, dont Alfred Adler deviendra le premier président. Donc, lors d'une discussion à cette société, en novembre 1909, un médecin et psychanalyste autrichien qui avait rejoint le groupe de psychanalystes réunis autour de Freud en 1906, Isidore Sadguer, parle du rôle joué par l'auto-érotisme sous forme de narcissisme. Freud estime que la remarque de Sadguer, se rapportant au narcissisme, semble nouvelle et valable. Le narcissisme s'apparente alors à un stade du développement nécessaire dans le passage de l'auto-érotisme à l'amour d'objet. Être amoureux de soi-même est un stade de développement indispensable. Dans son étude sur Léonard de Vinci, en décembre 1909, Freud dira que, je cite, « l'homosexuel trouve ses objets d'amour sur la voie du narcissisme, puisque la légende grecque nomme Narcisse un jeune homme à qui rien ne plaisait tant que sa propre image en miroir et qui fut transformé en la belle fleur de ce nom. » Dans la reprise du cas Schreber, un cas de paranoïa en 1911, Freud dit « On a qualifié ce stade de narcissismus. Je préfère le nom, peut-être moins correct, mais plus court et moins malsonnant, de narcissismus. Ce stade consiste en ceci que l'individu, au cours du développement qui, pour acquérir un objet d'amour, rassemble en une unité ses pulsions sexuelles travaillant auto-érotiquement, prend d'abord soi-même son propre corps comme objet d'amour avant de passer de celui-ci au choix d'objet d'une personne étrangère. Dans Totem et Tabou, 1913,
apparaît la notion d'organisation narcissique. À ce stade intermédiaire, dit Freud, les pulsions sexuelles jusqu'alors isolées se sont déjà composées en une unité et ont aussi trouvé un objet. Mais cet objet n'est pas un objet externe, étranger à l'individu, c'est le moi propre constitué à cette époque. La personne se comporte comme si elle était amoureuse d'elle-même. Les pulsions du moi et les souhaits libidinaux ne se laissent pas encore départager les unes des autres. Les uns des autres, pardon. Freud précise que l'organisation narcissique ne sera plus jamais complètement abandonnée. L'être humain reste dans une certaine mesure narcissique, même après avoir trouvé des objets externes pour sa libido. Dans Pulsions et Destin des pulsions, 1915-1917, qu'on trouve dans Métapsychologie, Freud parle des trois polarités qui dominent la vie psychique et qui se nouent entre elles. Première polarité, moi, objet. Deuxième, plaisir, déplaisir. Troisième, actif, passif. Il évoque une situation psychique ordinaire dans laquelle deux d'entre elles se rencontrent. Il dit qu'originairement, le moi se trouve investi par les pulsions et en partie capable de satisfaire ses pulsions sur lui-même. Freud appelle cet état le narcissisme. Dans Leçon d'introduction à la psychanalyse 1916-1917, il consacrera la 26e leçon à la théorie de la libido et le narcissisme. Dans Deuil et mélancolie, qu'on trouve toujours dans Métapsychologie, Freud parle du choix d'objet chez le mélancolique qui se fait sur une base narcissique, l'identification avec l'objet devenant alors le substitut de l'investissement d'amour. Venons-en maintenant au texte principal de Freud qui s'intitule « Pour introduire le narcissisme ». D'emblée, Freud précise que le terme de narcissisme est emprunté à la description clinique. En 1989, Paul Necke, qui est un psychiatre et criminologue allemand, né en 1851, mort en 1913, l'utilise et donne à celui-ci un sens de perversion. C'est la manière dont un individu traite son propre corps comme celui d'une autre personne, jusqu'à parvenir à satisfaction complète. Le narcissisme a dans cette perspective, je cite, la signification d'une perversion qui a absorbé la totalité de la vie sexuelle et de la personne. Freud indique dans une note que le terme de narcissisme avait été utilisé en premier par Havelock Ellis dans Autoérotisme, A Psychological Study, en 1898. Paul Necke substitue au terme narcissus-like de Ellis celui de narcissmus. Puis on s'est aperçu, dit Freud, que des traits du narcissisme se retrouvent chez de nombreuses personnes qui souffrent d'autres troubles. Par exemple, d'après Sedger, chez les homosexuels. Freud ajoute qu'un placement de la libido dite narcissique entre en considération dans le développement sexuel de chaque être humain. Le narcissisme pour Freud n'est donc pas une perversion, mais le complément libidinal à l'égoïsme de la pulsion, d'autoconservation. Freud pose ainsi l'idée d'un narcissisme primaire normal. Cela lui apparaît en prenant en compte la démence précoce ou la schizophrénie. Les paraphrènes, comme préfère les appeler Freud, sont enclins au délire des grandeurs et au détournement des intérêts du monde extérieur, mais bien différemment d'un hystérique ou d'un obsessionnel. Car ceux-ci, même s'ils abandonnent une certaine relation à la réalité, ne suppriment pas la relation érotique
aux personnes et aux choses. Elle est maintenue dans le fantasme. Les objets réels sont remplacés par des objets imaginaires. Il y a aussi le renoncement à entreprendre des actions motrices pour atteindre ses buts vers les objets. On peut alors, dans ce cas, parler comme Jung le fait d'introversion dans la libido. Donc ça vaut pour les névrosés. Pour le paraphrène, c'est différent. Il a retiré la libido des personnes et des choses sans leur substituer d'autres objets dans ses fantasmes. Mais alors, se demande Freud, que devient chez le schizophrène la libido retirée des objets? Le délire des grandeurs, dit-il, qui se manifeste, indique la voie. Ce délire apparaît aux dépens de la libido d'objet, laquelle est retirée au monde extérieur et est ainsi acheminée vers le moi, engendrant un comportement que Freud nomme narcissisme. Cette mégalomanie n'est donc pas une création ex nihilo, mais l'agrandissement d'un état originaire. Freud en déduit donc qu'il existe un narcissisme originaire qu'il appelle primaire, un narcissisme secondaire qui résulte des investissements d'objets extérieurs et qui s'édifie au-dessus du narcissisme primaire. Le narcissisme primaire peut aussi se déduire de l'observation de la vie psychique des enfants et des peuples primitifs. On trouve chez eux, dit Freud, des traits qui pourraient être attribués à la mégalomanie. On retrouve la surestimation du pouvoir de la pensée, une foi dans la force magique des mots, une technique contre le monde extérieur, la magie. Ceci justifie pour Freud le concept d'un investissement originel du moi en libido, dont ensuite une partie se transmet aux objets. On pourra noter ici que Freud ne prend pas en compte la différence d'autres théoriciens, d'autres théoriciens et observateurs de l'enfance, tels que Spitz, le fait que pour qu'il y ait investissement libidinal premier, il faut que le petit enfant se sente investi par le monde environnant. Mais ça, on pourra en discuter, voir après. Freud maintiendra constamment cette idée, comparant cet investissement originel du moi en libido à un corps protoplasmique qui émet ses pseudopodes vers l'extérieur. Il se crée ainsi une opposition entre libido d'objet et libido du moi. Plus l'une consomme, plus l'autre s'appauvrit. Pour exemple, l'état d'une personne amoureuse qui investit l'autre plus que tout et qui se sent dépossédée sans elle. Ceci à l'opposé du fantasme du paranoïaque qui consiste en un délire de fin du monde. La libido désinvestie du monde extérieur et des autres se transforme en un fantasme d'écroulement du monde extérieur. Dans l'état du narcissisme, les énergies psychiques sont assemblées et inaccessibles à toute distinction analytique. Seul l'investissement d'objets permet la distinction de la libido, énergie sexuelle, et d'une énergie des pulsions du moi ou pulsions d'autoconservation. Puis Freud examine le rapport d'un narcissisme premier avec l'auto-érotisme, qui serait l'état précoce de la libido. Il pose le fait que le moi n'est pas établi au début de la vie. Il doit subir un développement alors que les pulsions auto-érotiques sont présentes au début. Il faut donc, suppose Freud, qu'une nouvelle action psychique vienne s'ajouter à l'auto-érotisme pour donner une forme au narcissisme. Alors, à cette question, Lacan, lui, il y répondra, nous le verrons plus loin, par justement la fonction d'image spéculaire dans le stade du miroir. Freud rattache la valeur des concepts de libido d'objet et de libido du moi au fait qu'ils découlent du traitement des caractères intimes
des processus névrotiques et psychotiques. La division des deux libidos est un prolongement de la supposition qui a séparé les pulsions sexuelles et les pulsions du moi originellement. Cette scission conceptuelle qui correspond à celle couramment évoquée entre la faim et l'amour, Freud l'étaye grâce à des considérations biologiques. Avec la sexualité, par exemple, l'individu est pris entre ses intentions propres, singulières, ses désirs, ses fantasmes, et le fait que la sexualité est aussi au service de la conservation de l'espèce. Freud, là encore, montre son attachement à une origine biologique, puisqu'il admet comme vraisemblable que ce soit des substances et des processus chimiques qui soient à l'œuvre dans la sexualité. Il espère, dit-il, c'est assez étrange d'ailleurs, que l'avancée des mystères de la biologie permettra d'abandonner la théorie des énergies psychiques que Freud substitue, en attendant, aux substances chimiques. Donc on voit là un Freud qui rêve que la science, la biologie, va tout résoudre et qu'en fait, lui, en substituant une explication théorique, ça permet de comprendre ce qui se passe, mais un jour, on va mieux comprendre parce que la biologie va l'expliquer. C'est assez étonnant, parce qu'on lit effectivement toute une conceptualisation théorique, et puis, pof, il balance ça. Moi, ça m'a assez surpris. Dans une seconde partie de son texte, Freud propose 3 voies pour approcher la connaissance du narcissisme. La première voie, ça sera l'observation de la maladie organique. La deuxième, ce sera l'hypocondrie. Et la troisième, ce sera la vie amoureuse des deux sexes. Pour la première voie, il dit que lors d'une maladie ou d'une douleur organique, chacun cesse de s'intéresser au monde extérieur. Le malade retire ses investissements en libido sur son moi et les réémettra plus tard après la guérison. Freud illustre son propos citant le poète et dessinateur Wilhelm Busch qui disait « L'âme se resserre tout entière au trou étroit de la molaire ». Bon, c'est une superbe illustration effectivement du narcissisme. C'est pas pour rien que Freud l'a repris, mais on a tous vécu une rage dedans, et effectivement, on n'est plus que centré sur cette douleur au trou de la molaire. L'état de sommeil aussi, dit-il, est un retrait narcissique des positions amoureuses vers soi. D'ailleurs, ça aussi, ça m'a questionné. Moi, je me suis dit, parce qu'en fait, quand on rêve, il y a quand même tout un pan des rêves où la libido va sur des personnes extérieures, sur des choses extérieures. Alors, on pourrait dire, oui, c'est le retrait du sommeil, mais en même temps, ça pose des questions. On va peut-être en reparler. Deuxième voie. L'hypocondrie s'exprime de la même manière que la maladie organique. L'hypocondriaque retire intérêt et libido des objets extérieurs. La différence est que dans la maladie organique, il y a une transformation démontrable. L'organe est atteint. Alors que ce n'est pas le cas dans l'hypocondrie. Freud suppose que l'hypocondrie ait raison. En effet, pour lui, les transformations organiques ne peuvent pas être absentes. Alors, en quoi consistent-elles, ces transformations qu'on ne peut pas voir? Questionne Freud. Qu'on ne peut pas voir, c'est moi. Pour y répondre, il s'inspire de la névrose. Il dit « Des sensations physiques désagréables, comparables, existent aussi dans les autres névroses, telles l'angoisse et l'hystérie, qui manifestent parfois de l'hypocondrie. » Il ajoute qu'on connaît aussi un organe douloureux et sensible qui se transforme et qui n'est pourtant pas malade. Je ne sais pas si vous commencez à voir de quel organe il parle. Cette transformation donne une hérogénéité de cet organe, mais cette hérogénéité, les névroses nous l'ont appris, peut concerner tout le corps. Je dois rajouter, en tant que connaisseur de la chose, que la douleur ne se manifeste que lors d'un priapisme.
parce qu'elle ne se manifeste pas forcément tout le temps, en tant que douleur. La libido sexuelle peut donc investir n'importe quel organe du corps. À chacune de ces modifications de l'érogénéité dans les organes pourrait être parallèle une modification de l'investissement libidinal dans le moi. Freud maintient ainsi une distinction entre libido du moi à l'œuvre dans l'hypochondrie et les paraphrénies et une libido commune aux névroses. La stase libidinale entraîne une sensation de déplaisir et procure une élévation de tension. C'est ainsi que Freud explique cette obligation dans la vie d'âme de sortir des frontières du narcissisme et d'investir la libido sur les objets. Oui, donc lui, il le pose comme une obligation d'âme. C'est toujours étonnant parce qu'il dit obligation d'âme de sortir des frontières du narcissisme et investir la libido. Et puis juste avant, il a quand même dit qu'il espère que tout sera expliqué sur le biologique. On aurait pu penser qu'il soit resté sur l'idée du biologique et du protoplasme. Et là, il revient sur, effectivement, la vie d'âme, qui n'a rien à voir avec du biologique. Bon, c'est toutes parfois les contradictions qu'on peut retrouver dans la lecture de Freud. Donc, cette obligation de la vie d'âme de sortir des frontières du narcissisme et d'investir la libido sur les objets, c'est ce qui se passe quand l'investissement du moi en libido a dépassé une certaine mesure. Ainsi, un égoïsme puissant protège de la maladie, mais pour finir, on est obligé de commencer à aimer pour ne pas tomber malade. L'angoisse pour Freud est l'effet d'une quantité de libido non éconduite. Dans l'hystérie, l'hypochondrie, dans l'hystérie, l'angoisse, elle est convertie. Dans la paraphrénie, la libido libre se retire sur le moi. Le délire des grandeurs correspond alors à une maîtrise psychique de cette quantité excessive de libido. C'est pour ça que plus tard, il pourra dire aussi que le délire, c'est un travail psychique. Qu'est-ce que je dis, la libido ? Le délire, pardon. C'est le délire. Le délire est un travail pour essayer effectivement de circonscrire cette libido excessive. La troisième voie. L'accès à l'étude du narcissisme est fourni par la vie amoureuse. Freud part de l'étude du choix d'objets chez l'enfant, lequel déduit ses objets sexuels de ses premières satisfactions auto-érotiques. Ces dernières sont conjointes aux fonctions vitales de conservation. Les pulsions sexuelles s'étayent sur la satisfaction des pulsions du moi, puis elles s'autonomisent. À côté de cette source de choix d'objets par étayage, Freud rencontre un second type. Il cite les pervers ou les homosexuels, qui choisissent leurs objets d'amour sur le modèle de leur personne propre. Ils se cherchent eux-mêmes comme objets d'amour en présentant un type de choix d'objets dit narcissique. C'est selon Freud cette observation qui contraint à l'hypothèse du narcissisme. Freud spécifie que ces deux voies menant au choix d'objets sont propres à chaque être humain, qui a deux objets sexuels originaires, lui-même et la femme qui lui donne des soins. Donc on voit bien que chaque fois Freud pose l'idée que, voilà, il cite les pervers, les homosexuels, pour différencier, mais en même temps il dit mais ça existe chez tout le monde. Donc il n'y a pas une visée de pathologiser une manière d'être ou d'aimer ou une autre. C'est en cela que Freud présuppose le narcissisme primaire de tout être humain, lequel peut s'exprimer de façon dominante dans son choix d'objet.
Puis Freud va catégoriser le type d'amour par étayage, plus proprement masculin selon lui. Ici, l'homme amoureux appauvrit son moi au profit de l'objet. Et puis, il va spécifier le type d'amour narcissique, plus spécifiquement féminin. Freud citera l'exemple de certaines femmes dont l'évolution vers la beauté crée alors une autosuffisance propre à dédommager celle-ci de la restriction d'ordre social qu'elles subissent, notamment dans la liberté de leur choix d'objet. Freud dit que de telles femmes n'aiment qu'elles-mêmes, avec une intensité analogue à celle dont l'homme les aime. Leur besoin n'est donc pas d'aimer, mais d'être aimé. Ces femmes-là, dit Freud, exercent le plus grand attrait sur les hommes, non seulement parce qu'en général elles sont belles, mais aussi parce qu'elles ont un profil psychologiquement intéressant. Ce ne serait pas, comment dire, douteux de penser qu'en fait Freud parlait d'une de ses patientes qui s'appelait Lou Salomé, en parlant de ces belles femmes qui ont un profil psychologiquement intéressant. On voit bien là que Freud, dans son explication de type d'amour, fait référence à son propre vécu. Freud met en parallèle l'attrait que suscite l'enfant envers les adultes et qui repose en bonne partie sur son narcissisme, son autosuffisance et son inaccessibilité. Ainsi en est-il aussi des animaux comme les chats, dit-il. Peut-être les jalousons-nous, s'interroge-t-il. Il prend aussitôt la précaution de préciser qu'il n'a aucunement l'intention de rabaisser la femme en disant cela. Il reconnaît d'ailleurs qu'il existe un nombre indéterminé de femmes qui aiment sur le mode masculin. La tentation serait forte de se demander si Freud n'est pas victime de ce qu'il découvrira plus tard, en 1925, comme étant un effet de la dénégation. Mais bon, c'est ma supposition. Voilà, en tout cas, il y a toujours des choses que Freud affirme, et puis qu'après, il prend la précaution d'adoucir ou de dire, mais en fait, on retrouve ça partout, et puis l'homme aussi peut aimer d'une manière féminine, et la femme peut aussi aimer d'une manière masculine. Bon, ce qui échappe à Freud, ce que Lacan produira plus tard, c'est qu'en chaque être humain, il y a une jouissance féminine et une jouissance masculine qui ne dépend pas de l'organe. La dernière partie de son article pourrait s'intituler « Narcissisme et complexe de castration ». Alors il s'agit, précise Freud, de l'angoisse concernant le pénis chez le petit garçon et l'envie du pénis chez la petite fille, ceci en lien avec l'intimidation sexuelle précoce. Alors c'est vrai, quand on parle de l'angoisse de castration, le petit enfant qui a peur que son pénis lui soit coupé, la petite fille qui se demande si en fait ça n'a déjà pas été fait, ou que sa mère lui en aurait privé, enfin, tout ce qui a été écrit à propos justement de ce complexe-là, qui peut parfois aujourd'hui sembler un peu caduque ou poser question, être mis en question. Il ne faut pas oublier non plus qu'à l'époque, l'intimidation sexuelle précoce était quand même quelque chose de courant. C'est souvent qu'on disait en 1900 et même jusque dans les années 60, on disait attention, si tu te touches, on va te la couper, ou si tu joues avec, on va te la couper. C'était des formules qui se prononçaient assez souvent. Et ça devenait, même après, quand c'était au niveau des adolescents, les médecins, mais les parents qui disaient que si l'adolescent se masturbait, il risquait de devenir sourd ou d'avoir des maladies de dégénérescence neurovégétative. Vous vouliez dire quelque chose? C'est une longue pratique alors. Où j'en suis, moi.
Alors, il dit que l'observation de l'adulte normal montre que la mégalomanie infantile s'est amoindrie, ainsi que les caractères du narcissisme infantile. Alors, qu'est devenue la libido du moi, qui n'est pas passée dans les investissements d'objets? Eh bien, c'est dans la psychologie du refoulement que Freud va chercher. Les motions pulsionnelles libidinales subissent un refoulement lorsqu'elles entrent en conflit avec des valeurs culturelles. Certains érigent ainsi un idéal auquel ils mesurent leur moi. Pour d'autres, cet idéal fera défaut. C'est à ce moi idéal que s'adresse l'amour de soi. Le narcissisme primaire est déplacé sur ce moi idéal qui se trouve maintenant en possession de toutes les perfections. Il se substitue au narcissisme de l'enfance où l'on était soi-même son propre idéal. Dans la suite du texte, Freud dit que l'homme ne veut pas renoncer à la perfection narcissique de son enfance et il cherche à la regagner sous la forme nouvelle de l'idéal du moi. Vous voyez, là, il introduit l'idéal du moi. Le moi idéal est donc ce moi grandiose du début de la vie. L'idéal du moi est plus en lien avec l'Oedipe et le refoulement. Ce qui fait que nous allons aborder une partie que j'ai appelée sublimation et idéalisation. Freud étudie les relations entre cette constitution d'idéal du moi et la sublimation qui s'applique à la libido d'objet, à la pulsion donc. La sublimation consiste dans le fait qu'une pulsion se désexualise en visant un autre objectif, ce que Freud envisage comme une distraction, c'est très joli, une distraction à l'égard du sexuel, voilà, la sublimation. Donc les arts, la littérature, la musique, la peinture, ce sont des distractions à l'égard du sexuel. Les mathématiques aussi, plein de choses. L'idéalisation est un processus qui concerne l'objet. Ainsi, la surestimation sexuelle d'objet est une idéalisation de celui-ci. La formation de l'idéal du moi est souvent confondue avec la sublimation de la pulsion. Quiconque a échangé son narcissisme avec la vénération d'un idéal du moi élevé n'a pas besoin de réussir la sublimation de ses pulsions. Cela donne des idéalistes persécutés par leurs propres pulsions non sublimées. Bon, vous avez l'exemple de nombreux saints, par exemple le curé d'Ars, qui était attaqué par le diable. Si vous lisez l'histoire du curé d'Ars, c'est un curé qui luttait justement contre le mal, qui voulait atteindre la sainteté. Et il était attaqué par le diable, qui venait lui renverser les meubles, mettre le feu à sa maison. On peut dire qu'effectivement, l'idéal du moi de ce saint était tellement puissant, le refoulement était tellement puissant de ses pulsions, qu'elle réapparaissait sous une forme diabolique. Jusqu'à mettre le feu à ses meubles. Il faut le faire. C'était le diable. Alors, cette conscience morale, oui, alors, en fait, ce que je cite là, c'est tout ce qui se passe pour ceux qui ont une conscience morale exacerbée. Et cette conscience morale dont Freud pense qu'elle pourrait être cette instance qui veille à la garantie de la satisfaction narcissique à partir de l'idéal du moi, instance qui observe sans interruption le moi actuel et le mesure à l'aune de cet idéal. Cette instance permet de comprendre ce que l'on appelle le délire de l'attention ou de l'observation dans les pathologies paranoïdes. La plainte de la paranoïa montre que l'autocritique de la conscience morale coïncide avec l'observation de soi sur laquelle elle est bâtie.
L'incitation à former l'idéal du moi dont la conscience morale assure la garde est issue, souligne Freud, de l'influence critique des parents transmise par la voix. On insiste dessus parce que c'est pas anodin que ce soit la voix. La leur des parents et celle des éducateurs. Les éducateurs, enseignants, ceux qui représentent un idéal pour l'enfant. C'est sur ces considérations sur la paranoïa que Freud terminera son article intitulé « Pour introduire le narcissisme ». Ensuite, Freud maintiendra une opposition entre un narcissisme primaire anobjectal et un narcissisme secondaire. Anobjectal, ça veut dire privatif, c'est sans objet. Dans Le moi et le ça, en 1923, qui correspond à la seconde topique, pulsion de vie, pulsion de mort, Freud dira que le narcissisme du moi est un narcissisme secondaire retiré aux objets. L'accès à cet idéal du moi, son intégration nécessite un refoulement et donc un renoncement. Renoncement au narcissisme de la petite enfance. Ces voies du monde social qu'évoque Freud indiquent en quoi le symbolique traverse l'imaginaire de l'enfant. C'est là, justement, où Lacan situera le stade du miroir, moment où l'on peut repérer ce qui fait écho chez Freud à l'idéal du moi. C'est ainsi que Lacan énoncera que, dans la relation du sujet à l'autre de l'autorité, l'idéal du moi, suivant la loi de plaire, mène le sujet à se déplaire au gré du commandement. Le moi idéal, au risque de déplaire, ne triomphe qu'à plaire en dépit du commandement. Ça se trouve chez Jacques Lacan, remarque sur le rapport de Daniel Lagache, Psychanalyse et structure de la personnalité dans les écrits 2, point seuil 99. L'idéal du moi mène le sujet à se déplaire, à renoncer à s'aimer, comme au temps du moi idéal, où l'enfant était sa majesté le bébé. C'est le moment où l'enfant change d'objet. Il ne s'identifie plus à son propre moi, il y renonce. Il trouve un autre objet auquel il va pouvoir s'identifier. Cet autre objet est inscrit dans la relation à l'autre. On va dire à l'autre petit a et l'autre grand A. Par l'entremise des voies que Freud réfère aux parents et aux éducateurs. C'est grâce à ce renoncement que la porte d'entrée au désir s'ouvre. C'est aussi la porte du social qui s'ouvre pour l'enfant qui renonce à la place imaginaire d'exception pour être comme les autres et avec les autres, sauf à garder cette place d'exception, mais à ne pas déplaire à son moi idéal, l'enfant paiera le prix de sa non-inscription dans le social. La relation au miroir comme fondement du narcissisme chez Lacan s'éloigne d'une conception d'autosuffisance de l'enfant. Le rapport à l'autre y est fondamental, tant dans sa fonction imaginaire que symbolique. Nous avons aussi souligné, plus haut, en indiquant les travaux de René Spitz, que le développement de l'enfant est dépendant de sa relation à l'autre. Spitz étudia, dans les années 45, le développement de l'enfance de 0 à 2 ans, en relation avec sa mère. Il mit en évidence le diagnostic d'hospitalisme et de dépression anaclytique résultant des carences affectives observées chez les nourrissons séparés de leur mère. La théorie du narcissisme primaire sera contestée, elle, par Michael Balint et Daniel Lagache, alors que Sándor Ferögzsi et Béla Grünberger s'en inspireront. En tout cas, on remarquera que chez Freud, elle est une résurgence de son attachement à la biologie et au fait qu'il ait toujours recours à elle en dernier lieu. Nous l'avons souligné aussi plus haut dans le fait que pour Freud, toute théorie psychologique de la sexualité s'expliquera un jour par la biologie. Un autre aspect qui pose question dans la conception du narcissisme chez Freud est cette conception d'autosuffisance propre au narcissisme.
Or, dans les carences affectives repérées par Spitz chez les nourrissons, puis par d'autres chez les personnalités à carence narcissique, c'est un manque de sollicitude envers soi-même qui est manifeste. C'est aussi souvent ce que l'on remarque dans la clinique. Le manque d'attention et le regard de l'autre parental ou de son substitut créent des failles narcissiques qui, loin d'amener à une autosuffisance, créent une dépendance narcissique et affective. En psychopathologie, la personne qui souffre d'une faille narcissique ne s'aime pas. Le narcissisme, lui, va devenir une structure psychopathologique vers les années 60-70, avec le concept des états limites, décrit par Otto Kernberg aux États-Unis dans ses 2 ouvrages principaux, les troubles limites de la personnalité et la personnalité narcissique. Puis ensuite par Heinz Kohut dans le traitement psychanalytique des troubles de la personnalité narcissique. En France, c'est Jean Bergeret qui reprendra ces concepts, et notamment dans Narcissisme et état limite, publié en 1986. Le terme de narcissisme est de plus en plus à la mode. Notre société est ainsi décrite comme narcissique, avec tous les objets du regard qu'elle met à sa disposition. Tout le monde repère aussi son pervers narcissique. Pourtant, si on prête attention à la question de la perversion et du narcissisme, cette notion de pervers narcissique, initialement introduite en psychopathologie par Paul Racamier, nous met devant une impasse théorique. Comment, effectivement, peut-on être à la fois pervers et à la fois narcissique ? Chez Racamier, elle faisait référence à une déstructuration d'une personnalité incapable d'altérité. Ce que l'on décrit donc comme perversion narcissique est une défense contre la dépersonnalisation et la psychose, une manière désespérée de survivre psychiquement, et cela aux dépens d'autrui. L'attitude actuelle contre les pervers narcissiques fait écho à celle de Racamier qui recommandait, je cite, de confondre ces noyauteurs par l'humiliation pour qu'ils se crachent eux-mêmes. On dirait presque Poutine. Tout en renforçant son propos par cette affirmation « Tuez-les, ils s'en foutent, humiliez-les, ils en crèvent ». Le narcissisme devient facilement un mot valise, employé à l'emporte-pièce, et peut donner l'impression que la messe est dite à son propos. Or, les difficultés théoriques que ce concept ne cesse de soulever, auxquelles il nous confronte, devraient nous inciter à l'utiliser avec plus de circonspection. N'oublions pas non plus que dans le langage courant, être narcissique signifie s'aimer trop, alors qu'en psychopathologie, il révèle la faille narcissique. N'oublions pas non plus que Narcisse ne se reconnaît pas dans le reflet de l'étang. Ce qu'il aime dans l'étang, ce qu'il aime, c'est ce qu'il voit, mais ce n'est pas lui, c'est un autre. À l'exemple du schizophrène qui, lui, reste hébété devant le miroir, face à une inquiétante étrangeté, car lui non plus ne s'y reconnaît pas, ou pire, il ne s'y voit pas. Et ça, Barbara va bientôt nous en parler et nous instruire à ce propos. On est loin ici de la jubilation de l'enfant quand il joue devant le miroir et qu'il s'y reconnaît. Et on est loin aussi de la jubilation de celui ou de celle qui fait son selfie. Mais en fait, ce selfie est-il si narcissique que ça, puisque, en fait, quand on se photographie comme ça, c'est pas tant parce qu'on s'aime que pour partager avec les autres un moment de bonheur. Je vous laisse réfléchir à ça. Il y a encore beaucoup de choses à dire et à comprendre à propos du narcissisme. Nous espérons que ce travail l'aura quelque peu mis en perspective. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup Thierry pour ce très, très plaisant travail.
c'était très plaisant de t'écouter sur ce thème-là, parce que c'est très vivant. Tu le rends très vivant, en tout cas. Alors, avant peut-être de passer aux questions dans la salle, une remarque, enfin quelque chose qui revient en fait, c'est quelque chose sur lequel on est revenu toute l'année quasiment, c'est cette position de Freud qui semble coincée entre spiritualité et biologie. Je dis spiritualité parce que tu évoquais la question de l'âme, et où on entend bien qu'il essaye d'élaborer quelque chose en s'arrachant à ces références qui sont des références médicales. C'est un neurologue, il a des références plutôt biologiques, et il essaye d'élaborer quelque chose qui n'est pas non plus la philosophie. Et il semble être coincé entre les deux. Et je dis il semble être parce que finalement il élabore, il produit autre chose. Et on l'entend bien avec la question du narcissisme, que tu fais apparaître comme justement quelque chose de commun, ce qu'il y a de commun à toutes les structures. Pour ta remarque à propos de Freud, c'est vrai qu'à le lire comme ça, je me pose toujours la question de ce qui est aussi chez Freud le besoin d'une reconnaissance narcissique de la part de ses confrères, parce qu'il a, il a quand même une formation très hautement scientifique, il est quand même neurologue, oui, et même neurobiologiste, on pourrait dire, neurophysiologue. Et il a besoin par là d'être aussi reconnu par ses pairs comme un authentique scientifique. C'est vrai que ça a été pour lui, je pense, il le dit d'ailleurs, une blessure narcissique. Enfin, il ne le dit pas à propos de l'hystérie, mais l'hystérie est une blessure narcissique pour tout neurophysiologue à l'époque, en 1890, puisque quand tous les neurophysiologues butent devant le fait effectivement d'une maladie qui a tous les symptômes, tous les signes d'une maladie organique, l'épilepsie, et alors on ne trouve aucun substrat physiologique. Et on pourrait dire que ce qui est propre d'ailleurs de l'hystérie, c'est qu'au fond, elle vient créer une blessure narcissique chez le maître. Et on pourrait dire que là, Freud se confronte à l'hystérie et se confronte à quelque chose qui va le blesser, parce qu'en même temps, il aurait aimé trouver une solution, un substrat biologique, enfin je le suppose, mais ce qu'il va trouver, c'est autre chose qui va l'amener à faire tout ce travail et cette démarche de chercheur, l'amener à inventer la psychanalyse. Et je pense que l'invention de la psychanalyse, ça c'est moi qui pense comme ça, c'était pas vrai, mais pour moi je pense que l'invention de la psychanalyse pour Freud, ça a été une blessure narcissique, en ce sens qu'il devait faire le deuil d'être reconnu comme un grand scientifique, au sens où l'on entendait de la science. On pourrait dire que c'est ce qui se passe maintenant, avec la référence qu'on fait toujours à la science, c'est prouvé scientifiquement. C'est ce qu'on dit pour certaines thérapies qui n'ont aucun substrat scientifique, mais parce qu'on remarque qu'il y a des résultats, on les valide comme scientifiques, ce qui est sur le plan scientifique une aberration, mais bon, ça passe comme ça, peut-être parce que c'est vulgarisé. Vous voyez de quoi je parle. Mais peut-être aussi que ça inflige pour chaque psychanalyste une blessure, dans le sens où on sait très bien qu'il n'y a pas, à un moment donné, on ne peut pas scientifiquement prouver, comme la science veut le prouver, on l'avait débattu en début d'année, que la psychanalyse serait scientifique. Ça n'empêche pas que la démarche de la psychanalyse, sa démarche est scientifique, en tant que démarche. Ça, on pourra en reparler, mais on l'avait évoqué.
Donc voilà, par rapport à cette question, je pense qu'il y a ça. Puis il y a un autre point, c'est que Freud a aussi voulu se démarquer, me semble-t-il, de ses origines juives et de tout ce dont il a été imprégné, avec la question effectivement de Dieu, de ce père idéal qui mène la vie des hommes, enfin des croyants. Il a voulu s'en démarquer, mais en même temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait en voulant détruire le père, il n'a fait que rehausser le père. Voilà, ça, j'avais écrit un article d'ailleurs là-dessus, sur Freud le symptôme, où effectivement il redonne une place au père alors qu'il a voulu le détruire. Donc on voit bien qu'en même temps, il veut se séparer de quelque chose et il y revient. Il n'arrête pas d'osciller comme ça. Et c'est le symptôme de Freud. Mais juste pour rebondir sur ta remarque, David, je pense que sur le plan épistémologique, il y a deux courants qui s'affrontent chez Freud, qu'on peut repérer à la fois dans la démarche médicale, voilà, quand il s'accroche au biologique d'une certaine façon, et un certain matérialisme. C'est-à-dire que avec donc une approche plutôt empirique, une philosophie, une épistémologie plutôt empirique, et puis de l'autre côté une épistémologie plutôt rationaliste qui n'est pas incompatible avec les courants spiritualistes, justement, puisque elle pose qu'il y a cette idée qu'il y a quelque chose au-delà de ce à quoi on a accès matériellement, ou ce qui est observable, quelque chose qui peut être au-delà. Dans le monde des idées, dans le monde des idées, comme le pose Platon. Donc, il y a probablement, on sent quand même chez Freud, comment il passe d'une épistémologie aussi à une autre, et comment elle s'oppose, et ça le met au travail. Ça le met au travail. Oui, alors moi, ce qui m'est venu à vous écouter, à propos du discours sur la science qui vient comme ça objectiver rétrospectivement et faire des lois à partir de quelque chose qui est issu de certaines observations, on le trouve aussi dans certains discours psychanalytiques. Là, vous parliez de Spitz, qui en fait vient parler de comment l'enfant doit être investi par les parents, alors que ce que Freud dit, c'est un petit peu le contraire, c'est comment l'enfant va investir l'objet ou pas. Il n'y a pas forcément d'intervention directe du parent. Vous en parlez aussi quand vous dites que le narcissisme après devient une entité psychopathologique. Et en fait, on voit dans ces courants-là qu'il y a là aussi une tentative presque de résoudre, d'obturer la découverte freudienne, qui est une hypothèse qui reste encore ouverte et qui est tout un champ à défricher. Et là, on a quelque chose qui s'institue presque comme une vérité posée. C'est une pathologie, quoi. Et par rapport au questionnement qu'on a pour le programme de l'année prochaine, je trouve ça intéressant, parce que là, on voit tout à fait la distinction entre le courant post-freudien et le retour à Freud de Lacan. C'est que ce que Lacan y fait, c'est qu'il revient au texte freudien, à mon avis, pour en conserver, pour revenir à cette ouverture, en fait, quoi. Et pas aller vers quelque chose qui viendrait clore le discours initié par Freud. Alors, par rapport à votre première remarque, il y a effectivement Freud qui, lui, se passe de l'autre pour expliquer un peu comment l'enfant investit les objets ou pas. Et c'est là où ça pose question. Parce qu'effectivement, et Spitz, il observe. Hein. Il est dans une clinique, il va observer qu'effectivement, lorsque l'enfant
n'est pas regardé en tant que sujet, lorsqu'on ne lui parle pas, eh bien l'enfant finit par dépérir. Donc on voit bien que là, ce qu'il observe, c'est que la relation à l'autre, elle est fondamentale dans la structuration de l'enfant et surtout dans l'investissement, j'allais dire presque auto-érotique de lui-même, enfin l'investissement auto-érotique des pulsions. Puisque effectivement, s'il manque cette relation à l'autre, si elle n'est pas là, ou si elle est froide, qu'elle n'est simplement qu'une fonction de nourrissage, l'enfant dépérit. Donc, pour que l'enfant s'investisse sur le plan auto-érotique, sur le plan narcissique, il faut qu'il y ait cette présence de l'autre, et d'un autre qui le reconnaît comme sujet humain, qui lui parle comme un petit humain, qui l'investit, et avec des signifiants. C'est ça que remarque Spitz, c'est qu'effectivement l'enfant dépérit. Et Lacan, lui aussi, va introduire là que la relation à l'autre est fondamentale. Parce que quand il introduit la relation A' de l'axe imaginaire, ben c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que l'enfant, c'est ce qui montre, c'est que l'enfant est déjà l'autre avant d'être lui-même. Il est en extériorité. Ce que Lacan dira d'ailleurs, c'est qu'il dit souvent, on pense que l'enfant est replié sur lui-même. Il dit, vous n'avez qu'à observer des enfants, ils ne sont qu'attirés par le monde extérieur. Au fond, le monde extérieur n'arrête pas de les appeler. Donc ils ne sont pas l'enfant, si on l'observe, ce que Lacan a fait aussi, il voit bien que l'enfant est attiré par les objets. Et pour qu'il soit attiré par les objets, il a bien fallu un moment qu'il y ait une rencontre des regards. Et qui se fait très tôt. Oui, ce qui renvoie aussi à Winnicott sur le bébé, seul n'existe pas. Et je pensais, là, tu parlais aussi du jeu des regards, je crois que c'est Green qui est le syndrome de la mère morte. Avec quand il y a une mère qui est prise dans un deuil, par exemple, et en fait, au moment de nourrir le sein, qui est pas du tout... qui est dans ses pensées et qui est dans le sein. Voilà. Les répercussions que ça peut avoir sur le bébé qui se nourrit aussi de ce regard-là. Oui, c'est ça. Parce que sinon, il ne se nourrit pas. Oui. Et puis, pour revenir sur ce que disait Barbara tout à l'heure, c'est pas inintéressant d'ailleurs, Spitz, sur le sujet, parce que alors Spitz, c'était, il me semble, la Deuxième Guerre mondiale, où il a fait un peu ces observations-là. Et puis, il y a eu aussi, dans les années 90, les orphelinats en Roumanie, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et en fait, ils ont fait des études sur ces enfants des orphelinats. Et au niveau des imageries cérébrales, donc des zones du cerveau ne se sont pas développées. Et donc, au fond, de passer de cette observation et de cette relation à l'autre, en fait, les répercussions que ça a directement aussi sur le corps. Et pour revenir un petit peu dans la difficulté de Freud, c'est que tout ça, ça marche toujours ensemble, en fait. Oui, c'est intéressant que tu amènes cette notation d'imagerie médicale, parce que c'est vrai que dans l'imagerie, on peut la voir de deux façons. On dit par exemple, chez le schizophrène, il y a des lobes qui ne sont pas développés, donc ça explique la schizophrénie. Alors que toi, ce que tu viens de dire, c'est autre chose. C'est que parce qu'il n'y a pas la relation à l'autre qui se fait d'une manière, d'une certaine manière pour l'enfant, eh bien les lobes ne se développent pas. D'où ce qu'on peut observer effectivement, que ce soit chez le schizophrène ou dans d'autres maladies ou dans d'autres symptômes, on peut effectivement voir qu'il y a une répercussion sur l'organe. Mais on ne peut pas déduire. Ce qui se fait actuellement, c'est de dire, puisqu'on observe ça, eh bien, on voit bien que c'est une maladie organique, puisque les lobes ne sont pas développés. Et oui, mais la cause à effet. Voilà, je trouve que c'est important que tu soulignes ça sur l'imagerie médicale et l'interprétation qu'on peut en faire. Il y a peut-être des questions dans la salle ?
poser une question par rapport à l'hystérie. Donc, si j'ai bien compris, l'investissement libidinal, il ne se fait pas sur l'autre, mais sur le corps propre de la personne qui est hystérique. Mais souvent, j'ai lu souvent que ça se manifestait comme c'était très, très théâtralisé, cet investissement libidinal. Donc ma question, c'est, et s'il y avait personne pour regarder? Est-ce que la personne serait quand même hystérique? Est-ce qu'elle investirait? Est-ce qu'elle serait aussi autant théâtrale? Voilà. C'est ma question. Oui, il faut qu'il y ait de l'autre pour que l'hystérie fonctionne. Effectivement. C'est-à-dire, c'est un discours qui s'adresse à l'autre, l'hystérie. C'est-à-dire que c'est pas un spectacle, au fond. C'est-à-dire que quand on dit que l'hystérique est spectaculaire et histrionniste, hein, c'est-à-dire se donne en spectacle, on ne comprend pas ce qu'elle donne à voir. Elle donne à voir un discours. Mais le médecin, le psy, va ne voir que l'aspect théâtral, avec souvent un petit côté méprisant, hein, puisqu'il y a beaucoup de mépris, ce qui n'est pas étonnant, puisque l'hystérie vient mettre à mal le discours du maître. Donc l'hystérie, c'est bien quelque chose qui s'adresse à l'autre, qui s'adresse au discours de l'autre. Ça, on le reverra peut-être avec Lacan plus tard, quand on abordera ces questions-là, mais c'est vrai que c'est un discours, l'hystérie, un discours inconscient qui échappe même à l'hystérique. Et ça, on peut le voir dès les années 1900, etc. On voit bien que c'est tout un discours qui remet en question la vie bourgeoise et la place de la femme dans la bourgeoisie de la Haute-Vienne, déjà là où était Freud. Alors la conversion hystérique, c'est la libido qui, effectivement, est retirée aux objets et vient dans le corps pour exprimer quelque chose. C'est-à-dire, elle est toujours en relation avec l'autre, la libido. C'est-à-dire, elle veut être entendue. Il y a quelque chose qui veut être entendu, qui veut. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'une crise d'hystérie ne se manifeste jamais quand il n'y a personne. Voilà. Par rapport au concept de narcissisme, j'ai toujours des difficultés d'en parler parce que selon les courants, on va dire, il peut y avoir comme une forme de violence, je trouve, quand on l'emploie par rapport à certains patients, quand on souligne des failles narcissiques, par exemple, sans trop décaler en fait ce qui peut se passer pour le patient et le pourquoi de ces failles, on va dire ça comme ça. Ma question, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut l'utiliser, on va dire, pour que ce soit utile pour le patient et pas seulement pour décrire quelque chose qui pourrait pas changer, en fait. Vous parlez de violence, c'est ça, qu'on peut l'employer violemment contre le sujet. Ben, c'est un petit peu comme l'hystérie, d'ailleurs. Quand on dit que quelqu'un c'est un hystérique, il y a une violence dedans. C'est-à-dire, le terme est employé pour juger, et surtout pour se mettre à l'abri de comment ça dérange. On pourrait dire du narcissisme, c'est pareil. Je vous ai parlé tout à l'heure du selfie. Actuellement, il y a beaucoup de mépris par rapport à tous ces gens qui se prennent en selfie. Oui, si c'est pour s'aimer soi-même, mais on pourrait se voir aussi que c'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu avec humour, enfin j'espère, c'est que c'est peut-être aussi pour partager quelque chose. Mais peut-être que ce partage est malvenu, parce que celui qui, lui, ne partage pas le bonheur, il en veut à la personne qui envoie ça, et finalement, ça le met en contact avec son agressivité. C'est peut-être pour ça, au fond, qu'on n'aime pas les gens qui font des selfies, parce qu'ils montrent des moments de bonheur. Peut-être qu'on soit ça au moment où on n'est peut-être pas soi-même en état de bonheur, on est en train de bosser, et puis l'autre, il est en vacances. Fait chier, celui-là. C'est peut-être ça qui met plus en rogne dans le selfie, en fait. Mais oui, on pourrait, comme tout diagnostic, quand on pose quelque chose sur quelqu'un, soit on l'utilise pour l'étiqueter, pour l'enfermer dans quelque chose, et comme ça nous met à l'abri, nous, d'être interrogés,
soit on sert de parler du narcissisme pour essayer d'approfondir ce qui se passe pour la personne. Et c'est pour ça que c'est important de bien cerner la différence entre, je vous dis tout à l'heure, le narcisse ne s'aime pas forcément lui-même. Celui dont on dit qu'il est narcissique, ça veut dire qu'il a une faille dans son narcissisme. Le schizophrène est narcissique. Ben, il ne s'aime pas, puisqu'il ne sait même pas au fond, il n'y a pas de jeu. Donc, effectivement, il n'y a pas une relation d'amour à quelque chose qui n'est pas construit. Donc, effectivement, le narcissisme, c'est pas employé pour dire à quelqu'un bah, « t'es un narcissique ». Ce qui ne veut rien dire d'ailleurs et qui est complètement hors du concept théorique tel qu'on le définit ici. Est-ce que ça répond à votre question? Pas tout à fait. Alors, j'aimerais reprendre un petit peu au début quand tu présentes le narcissisme et tu associes la perversion et l'homosexualité. Donc, quand Freud aborde la perversion et l'homosexualité en disant que c'est un amour du même, hein, de quelque chose qui est identique. Donc, c'est peut-être aller un peu vite pour moi sur cette association perversion, homosexualité. Je sais qu'à un moment donné, il associe dans ses œuvres. Mais du coup, en quoi le pervers, il y aurait un amour de l'identique, hein, voilà, ça, j'ai pas saisi. D'autant plus que, bon, après, c'est vrai que par rapport à ce que Racamier parle sur le pervers narcissique, cette association entre ces deux concepts qui ne sont pas forcément associés. Donc, j'ai pas très bien saisi, ou est-ce que tu es peut-être allé un peu vite dans cette partie-là. Et aussi par rapport à cette psychopathologie, donc ça renvoie à la question d'avant, sur quelqu'un qui est narcissique, qui est finalement en psychanalyse, ce qu'on appelle nous peut-être narcissique, c'est pas ce que d'un commun accord les gens abordent en disant c'est un narcissique, etc. Il y a quand même des confusions. Et donc qu'est-ce que serait la pathologie, hein, du narcissique? Est-ce que c'est dans les œuvres de Freud, par exemple, j'ai l'impression que c'est associé à Schreber avec la psychose, hein, c'est ça, et la mégalomanie ou des choses comme ça. Alors voilà, j'ai plusieurs questions. Je sais pas si... Alors, je te précise, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas moi qui fais l'association perversion et homosexualité, c'est parce qu'il reprend ça de Necke. Hein. Et parce qu'effectivement, Necke disait que c'était une perversion, il appelait ça le narcissisme une perversion. Mais c'est pas une perversion, mais à l'époque, voilà, c'était appelé comme... C'était assimilé à une perversion. C'est un petit peu la même erreur que l'on fait quand on dit pervers narcissique. Parce que le pervers, lui, par contre, sa libido, elle va bien sur les objets. Un objet qu'il va essayer de maîtriser et qui va réduire l'autre, justement, à un objet pour le maîtriser. Et puis, il a besoin de cet autre-là, le pervers. Justement, il n'est pas replié sur lui. Alors que le narcissique, il y a un repli vers soi. Mais un repli vers soi qui est dû au fait qu'effectivement, il y a cette sorte d'impossibilité d'investir l'extérieur, parce qu'il n'y a déjà même pas une intériorité qui est construite. On pourrait même voir dans la schizophrénie que je citais tout à l'heure, il n'y a pas d'intériorité et d'extériorité. Il n'y a pas tout ce qui concerne le refoulement, effectivement, qui fait que ça construit une intériorité, au fond. Donc il y a des confusions de termes, et au début, ça l'est. C'est comme quand, par rapport à l'homosexualité, Freud disait que l'homosexuel, il essaie de retrouver un amour qui est la manière dont sa mère l'a aimé quand il était enfant, et il voudrait aimer l'autre de la même manière que sa mère l'a aimé.
Donc pour lui, dans l'homosexualité, il y a une identification à l'amour de la mère pour aimer l'autre de la manière dont lui-même a été aimé. Et donc en aimant cet autre-là, il s'aime lui-même. Mais c'est loin aussi là et loin de la perversion, parce que c'est vrai qu'à une époque, on assimilait l'homosexualité à la perversion. Et d'ailleurs, il y avait je ne trouve plus le mot. Au niveau du langage, il y avait un mésusage du langage, parce qu'effectivement, on traitait parce qu'on traitait les homosexuels de PD. PD qui était l'acronyme de pédophile. Là, effectivement, vous voyez bien comment on voulait faire coïncider l'homosexualité avec une perversion, parce que la pédophilie est une perversion. C'est l'amour d'un homme ou d'une femme pour un enfant. Hein. Alors que l'homosexualité est une sexualité normale. Hein. D'ailleurs, Freud le dit sur des textes, parce que là aussi, parfois on a l'impression qu'il dit que c'est une perversion, puis après il dit que c'est un amour normal. L'homosexualité fait partie des choix normaux d'objets chez tout être humain. On peut choisir l'objet ou l'autre, et parfois on peut faire les deux. Donc c'est toujours l'ambivalence de Freud qu'on retrouve. Mais c'est vrai que la société, elle a aussi pathologisé la sexualité. Et dans le langage commun, ce terme PD était une manière effectivement de faire rentrer, de manière très sournoise, l'homosexualité dans la pédophilie et donc dans la perversion. Est-ce que ça répond Oui. Maintenant, je sais mieux que c'était une distinction. Après, je suis pas sûr que Freud il soit si. Dans les 3 essais sur la théorie sexuelle, il me semble que Freud est assez clair sur le sujet. Hein. Enfin, pour lui, l'homosexualité, c'est quelque chose de tout à fait. Normal, oui. C'est ça. Oui. Quand il en traite, il en parle dans les aberrations sexuelles, parce que c'est comme ça que c'était considéré à l'époque. Et il dit très clairement que, en fait, la normalité, c'est la bisexualité. C'est d'aimer les 2 types d'objets sexuels, mais que ce qui peut être considéré, comme anormal, c'est pas dans le sens, parce qu'en psychanalyse, c'est pas le sens de la fréquence d'apparition dans la population, c'est pas de cet ordre-là, hein, c'est comme ça qu'on réfléchit en médecine, mais en fait, c'est plutôt, il explique qu'il y a un parallélisme à faire entre l'hétérosexualité et l'homosexualité, parce que dans un cas comme dans l'autre, l'une des tendances est refoulée, et qu'à partir de là, il faut l'étudier. S'il y a eu un refoulement, ça doit s'expliquer. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le refoulement de l'une ou l'autre des tendances? Mais donc, pour lui, l'homosexualité est à mettre au même titre que l'hétérosexualité. Dans ce sens-là, ça doit être étudié. Mais la normalité, c'est pour lui la bisexualité, en fait. Donc, Mais il y a quand même parfois dans les textes, on a l'impression qu'il y a une ambiguïté chez Freud. Après, il le spécifie, il dit « mais je pense que ceci, cela ». Mais dans la manière dont il l'amène, on dirait qu'il y a une sorte d'ambiguïté, qu'il n'est pas... C'est pas ce qu'il a. Puis après, il énonce, effectivement, clairement, comme dans le texte sur le narcissisme, où il dit « mais tout ça, ça fait partie du développement normal de... Voilà. » Et parfois, on a l'impression que c'est pas... qu'il y a un flottement, comme ça. Mais après, hop, il le reprécise, effectivement. Après, c'est vrai que moi j'ai trouvé ton texte passionnant et difficile. Je trouve que c'est une notion difficile. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées là qu'il faudrait essayer d'ouvrir. Hein. C'est un peu ça aussi. Hein. C'est au fond le rapport du narcissisme et la perversion et l'homosexualité. Enfin, comment tout ça fonctionne. Il y a moi idéal du moi. Enfin, comme ça que c'est abordé très rapidement et c'est vrai que tu l'expliques très bien. Et dans le même temps, c'est quand même des choses qui sont complexes. Et puis le lien aussi avec les pathologies. Parce que tu en as quand même énoncé un certain nombre. Et moi, il y en avait une qui me questionnait. C'était la question de la paranoïa, où à un moment donné, tu parles du fantasme de l'écroulement du monde extérieur. Alors, c'est ça, en fait,
que j'ai retenu, parce que je me demandais le lien que tu pouvais faire, et s'il y en avait un à faire d'ailleurs. Non, avec ton texte de la dernière fois, sur l'ère de la catastrophe, des catastrophes annoncées. Déjà là, par rapport à ce que dit Freud sur la paranoïa, quand il dit que le paranoïaque retire ces objets du monde extérieur. C'est-à-dire en même temps, il les retire aussi de ses investissements avec les autres. Et elle fait retour sur lui, cette libido. Mais du coup, en fait, quand tu investis, tu aimes tels objets, que tout d'un coup, ces objets-là, je vais parler simplement, ces objets-là perdent de leur attrait, qu'ils ne t'intéressent plus, disons. Et bien, tout d'un coup, c'est comme si tout ce qui t'intéressait, ce qui fondait ta vie, etc., ça s'écroulait. Donc là, en désinvestissant les objets du monde extérieur, ce monde extérieur s'écroule et ça revient sur lui. Donc avec une amplification, selon Freud, d'un moi mégalomaniaque cette fois, où il va donner toute une explication du monde, systématiser le monde, et puis voir ce délire qui va apparaître pour effectivement contrer cet écroulement du monde. Et alors le lien avec la dernière fois... Oui, je ne sais pas si on a un. Non, c'est par rapport à, tu sais, ce fantasme d'écroulement du monde extérieur. En fait, c'est la notion... Là, c'est pareil, enfin, je trouve que... à l'emploi du terme fantasme, par exemple. La dernière fois, ce que je disais, c'est que c'était la question effectivement, où quand Lacan il parle de Das Ding, et il dit qu'il faudrait s'intéresser à cette question du Das Ding, parce que cet objet dont on nous dit qu'il va nous tomber sur la tête et qu'il va nous détruire tous, la bombe atomique, il disait... Cet objet n'est peut-être pas prêt de nous tomber quand même dessus. Enfin, il écrivait ça en 80, enfin, pour les années 70-80. C'est vrai qu'actuellement, ça a pris un autre tour, puisque Poutine menace quand même de la balancer, cette bombe. Alors évidemment, c'est une bombe tactique, mais ça peut effectivement faire des enchaînements. Et Lacan disait, il serait peut-être intéressant... de s'intéresser à ce Das Ding qui doit chuter pour qu'effectivement ça ne nous retombe pas sur la tronche. Bon. C'est bien la question de l'objet A. Et c'est vrai, si ça ne chute pas, c'est le fantasme d'écroulement du monde qui va arriver, quoi. C'est peut-être ça le lien qu'on pourrait faire. Juste pour revenir, peut-être qu'on s'arrêtera là-dessus, mais juste pour revenir sur la question que vous posiez concernant la faille narcissique, il y a aussi la question de ce qu'on entend par là, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde accorde ces violons sur ce que c'est qu'une faille narcissique. Est-ce que c'est un défaut d'amour de soi, donc ça concernerait plutôt quelque chose de la libido? Est-ce que c'est un problème concernant le rapport à son image, qui ne relève pas forcément d'un rapport affectif, mais voilà, de qu'est-ce qu'on voit. Enfin, il l'a souligné, là, ça va arriver aussi. Enfin, je vais reprendre ça un petit peu dans le cas clinique, mais est-ce qu'on voit, est-ce qu'on est identifié à son image, est-ce qu'on voit un autre, enfin, et là, c'est pas simplement une question de libido. Enfin, donc, dans le terme narcissisme, je sais pas s'il y a toujours, comment dire. Une différenciation, voilà, une précision sur ces aspects-là, sur ces rapports-là, et je pense que c'est peut-être par là qu'il faudrait commencer pour savoir de quoi on parle. Enfin, parce que des fois, c'est un terme comme ça un petit peu générique qui peut être plaqué. Enfin, je sais pas. C'est une question que je me pose par rapport à tous les théoriciens dont tu as parlé post-freudiens, qui ont finalement produit à partir du narcissisme une entité pathologique. Et où moi je me demandais, mais dans ces théorisations-là, qu'advient-il de la découverte freudienne, qui est quand même que ça participe à
la formation du moi, ça participe à la formation du sujet. Et que ce n'est pas de l'ordre de quelque chose qu'il évoque, lui, du côté de la pathologie. Même si c'est à partir de la névrose et de la psychose qu'il élabore ce concept, hein, tu dis bien, c'est un concept clinique, hein, qui vient à partir des 5 psychanalyses. Mais ça semble disparaître avec ce qu'on appelle les pathologies narcissiques, enfin ce que tu évoquais de Kernberg, de Cohut. Donc qu'advient-il là du narcissisme primaire? Il y a des choses à étudier, oui. C'est-à-dire que Freud, quand même, quand il dit que quand il y a le retour de la libido sur le moi du sujet, c'est-à-dire, comme dans la paranoïa, bon, là déjà, ce retour, ça crée déjà une pathologie. Donc, effectivement, il dit pas pathologie narcissique, mais quand même, c'est quand même bien ce qu'il montre. C'est-à-dire que quand il y a ce retour de la libido sur le moi, qu'il y a ce sentiment d'écroulement du monde, ça donne le délire des grandeurs. Donc ça donne bien une pathologie. Il y a bien une pathologie du narcissisme. Ça, c'est pour ça que quand on dit après les pathologies narcissiques, ça ne me semble pas être quelque chose qui vient détruire ou contre la position freudienne. Parce qu'effectivement, il y a quand même une pathologie narcissique. Alors quand on dit les failles narcissiques, on va le voir, la faille narcissique chez le schizophrène, c'est effectivement qu'il n'y a pas un moi qui apparaît. Donc il n'y a pas de moi, justement. Il y a un trou. C'est pour ça que le mot faille est quand même intéressant, parce qu'il y a une béance. Après, ce qu'on verra peut-être, on en dira un mot, c'est que cette béance est liée aussi parce que l'axe imaginaire A' n'est pas traversé par l'autre axe qui est S barré. Mais ça, on aborde là la théorie lacanienne. Moi, je suis assez sur la théorie freudienne. Mais effectivement, pour qu'il y ait aussi une construction narcissique, ça se passe en même temps. Je dirais qu'il y a une traversée du symbolique. C'est un petit peu ce que j'ai un petit peu abordé entre la différence entre le moi idéal et l'idéal du moi. Il y a un moment donné où effectivement ça se passe dans le miroir, et le stade du miroir, quand Lacan en parle, c'est le moment où il y a une nomination. Et on verra qu'il y a un problème dans le cas qui va être cité de nomination, et qu'à la place d'une nomination qui n'a pas eu lieu, il y en a une autre. Mais là, ça introduit directement à ton travail. C'est à propos de ça que vous parliez de l'importance de la voix. Oui. C'est à ce moment-là. Oui. Parce que moi, ça m'a rappelé dans la légende de Narcisse, ce qui se passe aussi, c'est qu'il repousse Écho. Écho, parce que Écho, elle ne peut que répéter les derniers mots que l'autre a dit. Et du coup, il n'y a pas de rencontre au niveau de la voix, il n'y a pas de dialogue. Oui, et Écho est dans l'écholalie. Donc effectivement, il n'y a pas une rencontre avec un autre qui vient... D'ailleurs, quand elle vient vers lui, lui tend les bras, il la repousse. Il la repousse, oui. Il les conduit, oui. Ouais, il faudrait reprendre ce mythe. Il y a plein de trous dans ce mythe. Bon, alors voilà une bonne blague de lacanien, ou de gens qui aiment jouer avec les mots. Alors...